pense qu'on a une dernière fenêtre historique qui s'ouvre devant nous. Quelque part, il nous reste une dizaine d'années. Et c'est pour ça que ceux qui nous disent « Ah, mais les sondages sont pas bons en ce moment », calmez-vous. Premièrement, en 95, les sondages n'étaient pas bons non plus. Deuxième élément, ne pas tenir le troisième référendum, c'est le perdre. Bonjour à tous, un petit mot pour remercier ceux qui nous appuient financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, que nous allons pouvoir continuer de vous offrir du contenu vraiment intéressant et même continuer de vous surprendre. Ceux qui nous suivent comme ça et qui voudraient en savoir plus, qui voudraient accéder aux épisodes également d'avance, sans publicité, il y a deux options qui s'offrent à vous. Vous pouvez descendre comme ça le curseur sur YouTube, vous allez voir l'option rejoindre, se joindre, vous allez voir que pour une somme modique, vous allez accéder aux épisodes 3 semaines d'avance, sans publicité, et également du contenu exclusif pendant 3 mois. Sinon, on est sur Patreon également, le lien est dans la description. Merci, à bientôt. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un de très connu au Québec, quelqu'un de très connu en France, quelqu'un que j'ai réussi à attraper pendant qu'il est à Montréal quelques instants, quelques heures, quelques jours. Mathieu Bock-Côté, bonjour. Bonjour. Alors, on se connaît. Hein? On va essayer d'avoir une discussion. On ne peut pas faire semblant qu'on ne se connaît pas. Je le dis parce que sinon, c'est un mensonge et je ne mens pas à mes nouveaux auditeurs. Mathieu, on est au Québec en ce moment dans une situation un peu particulière. On dirait que le Québec n'a jamais aussi peu existé que depuis quelques mois, que depuis la menace de Donald Trump sur l'intégrité territoriale du Canada. Les Québécois, certains d'entre eux se ressentent canadiens. Je voulais qu'on parle du Québec aujourd'hui. C'est peut-être le deuxième plus grand amour de ta vie. Le premier, c'est toi qui peux les situer. C'est un très grand amour, en tout cas, pour toi, le Québec. Puis je voulais qu'on en parle, si tu le veux bien, si tu acceptes la proposition, mais de façon un peu différente, parce que on te connaît une capacité à réfléchir à la question québécoise via la sociologie, via l'histoire, via finalement le monde des idées. Mais moi, qui a eu la chance de passer quelques soirées en ta compagnie, je sais que tu aimes le Québec aussi, qui fourmille, le Québec de la culture populaire, le Québec de la musique, le Québec, finalement le Québec que tout le monde connaît. Et je voulais que tu puisses le faire découvrir à ceux qui ne le savaient pas déjà. Et je commencerai avec cette question très simple. Qu'est-ce que c'est que le Québec pour toi? Lancer compte et scoop, plus les filles de Caleb. C'est-à-dire, globalement, parce que je réponds par la culture populaire, puisque c'est ce qui est demandé, mais je le fais avec plaisir. Je pense que la culture québécoise s'est exprimée davantage dans le langage de la culture populaire que souvent dans la culture savante. Je ne dis pas que la culture savante est inexistante au Québec, loin de là, mais la culture populaire est parvenue à capter un état d'esprit des Québécois. Donc je répondrai, j'en ai dit 3, j'en répondrai par 4. Il y a les filles de Caleb, par exemple. Le souvenir lointain de ce peuple qui n'en finit plus de jeter ses villages, de semer ses villages un peu partout, et qui survit dans l'adversité de manière improbable. Il ne devrait plus être, et pourtant, il est encore. Et à travers le récit, dans ce cas-là, d'Émilie Bordelot, c'est le récit, finalement, des Canadiens français qui, au fin 19e, début 20e, dans leur coin du monde, s'entêtent à exister alors qu'ils ne devraient plus être. Le temps d'une paix, je l'ajoute là-dedans. Pourquoi? Avec Ticoun, là. Oui, bien sûr, Ticoun, mais pas seulement, Joseph Arthur et son Minuit chrétien. Donc, dans cet entre-deux, cette période de suspendue entre deux guerres, c'est la vie quotidienne, avec, par ailleurs, la vie quotidienne qui n'est jamais une vie tranquille, avec les querelles de village, les querelles de hameaux, les querelles de coins perdus du monde, encore une fois. Mais c'est les Canadiens français qui, entre eux, continuent d'exister. Alors, avec le propre des Canadiens français, c'est-à-dire le monde est bousculé, le monde change, et chez nous, il y a l'illusion d'une tranquillité permanente. Lancer compte, qui est une série que j'ai regardée, je sais pas, 300 fois dans ma vie. 1, 2, 3, le reste n'existe pas. Et puis les téléfilms non plus. Mais 1, 2, 3, pourquoi? Parce que c'est le récit du basculement entre le Québec encore un peu traditionnel, mais basculé dans la Révolution tranquille, au Québec qui gagne. Régent Tremblay est un auteur qu'on a traité, à mon avis, avec beaucoup trop de condescendance. Il a été capable de capter, à la fin des années 80, début 90, un Québec tout autre, un Québec nouveau. C'est un Québec qui commençait à gagner. C'est un Québec qui, même si on sait que c'est fictif,
parlent en français dans la langue des joueurs, dans la chambre des joueurs. Donc, la langue française est une langue de pouvoir. Et les Canadiens français, les Québécois, finissent par l'emporter à la fin de la 3e série. Comment? On veut leur voler leur club de hockey, mais pas du tout. Ils se mobilisent tous ensemble pour conserver le national à Québec. Et puis, il y a une forme de mise en récit. On a l'impression d'être dans un roman de Tom Clancy, mais non, c'est Régent Tremblay qui nous raconte comment on réussit à éviter le transfert du club à Hamilton et le national va rester à Québec. Bon, il n'est pas resté par ailleurs dans la vraie vie. Et Scoop. Oui, mais non, mais vas-y, continue. Et Scoop, pourquoi? Parce que là, c'est l'étape suivante, c'est le début des années 90. Donc, le Québec a intégré déjà une part des temps nouveaux. Donc, ce qu'on appelle la diversité aujourd'hui. Le monde en mutation se laisse déjà deviner, mais c'est encore une fois des Québécois sûrs d'eux-mêmes. C'est le Québec de la Révolution tranquille qui arrive à son point culminant et qui, naturellement, devrait aboutir à l'indépendance. Donc, Régent Tremblay réussit à capter dans cette série-là encore une fois, des Québécois sûrs d'eux-mêmes, qui n'hésitent plus, qui n'hésitent pas, qui existent véritablement, pleinement, et qui, si les circonstances sont bonnes, alors je me rappelle dans les premiers épisodes de la première saison, il y a Michel Gagné, qui est joué par Roy Dupuis, qui a une querelle avec je ne sais quel partisan des Canadiens anglais d'Hamilton qui insulte une chanteuse québécoise, puis lui tolère pas ça, puis il veut défendre son Québec à ce moment-là. Puis là, il y a Rémi Girard qui joue le rôle du directeur de rédaction qui dit ben, le bleuet, il y a la fleur de lys tatouée sur le cœur. Puis on comprend que là, donc le nationalisme est présent comme une évidence. Puis il y a un patron d'Empire de presse qui représente la famille des Marais à ce moment-là, qui est joué par Claude Léveillé, qui se met en œuvre des moyens immenses pour empêcher le Québec d'accéder à l'indépendance. Donc c'est important, pourquoi? Parce que là, on quitte la tranquillité de la survivance des filles de Caleb et du temps d'une paix pour basculer dans un Québec dans un monde où le Québec est un enjeu. Dans l'ancien compte, je le disais, c'est un enjeu, c'est conserver notre équipe de hockey à nous, il va falloir tous se mobiliser pour la garder. Et ensuite, dans Scoop, ben là, l'enjeu qui se dessine, on est au début des années 90, c'est l'indépendance qui pourrait advenir dans le monde réel. Donc, je réponds par ces séries-là. Pourquoi? Parce que la culture populaire a été capable de capter un état d'esprit de ce peuple à différents moments. Et lorsque je veux, puis ça m'arrive, de vouloir me reconnecter au Québec, bien que j'ai jamais l'impression de m'en déconnecter, c'est par ça, c'est par la chanson, c'est par cette mise en récit du Québec qui est l'histoire d'un peuple qui longtemps a survécu tranquillement dans l'adversité et qui un jour a fait le pari d'exister, bien que pour l'instant, le résultat favorable tarde à advenir. Mais il y a un fil conducteur dans ce que tu dis. Moi, je t'écoutais parler, puis j'avais un seul mot qui me venait, bon, plusieurs, mais au moins un, c'est entêtement. Il y a quelque chose comme l'entêtement du Québec. Et on dit souvent que tu as une tête dure, tu es têtu. Ça peut être une qualité aussi. Ah ben pour les Québécois, je pense que oui. Les mouvements démographiques, les mouvements naturels du continent voudraient qu'on n'existe plus. Je veux dire, la raison pour laquelle on existe encore, 4 siècles après notre implantation en Amérique, mais surtout 2 siècles et demi après la conquête, c'est parce qu'on était suffisamment concentré sur un bout de territoire dont on contrôlait globalement les institutions, même si elles étaient inachevées et incomplètes. Et ça, je pense qu'on a compris assez rapidement que dès lors qu'on va se disperser dans le grand tout nord-américain, on est avalé très rapidement. Moi, ce qui me frappe, par exemple, quand on s'intéresse à l'histoire des Canadiens français des États-Unis, les Polonais ont conservé leur identité polonaise. Les Irlandais ont conservé leur identité irlandaise. Les Italiens, on pourrait faire une longue liste. Les Canadiens français, il y a une forme de dissolution complète, tant qu'à faire des références aux séries Les Tisserands du pouvoir, fin des années 80, début 90. Une très belle série qui racontait justement l'histoire des Franco-Américains. Et moi, je leur reproche pas de s'être assimilé. Normalement, c'est la vocation d'une population immigrée de s'assimiler. Il n'en demeure pas moins que les Canadiens français, dès qu'ils sortent de chez eux, ont un côté caméléon et s'assimilent immédiatement au paysage nouveau. Monsieur Boisvert devient Monsieur Greenwood, en quelque sorte. Au Québec, on tient. On tient, et je pense que l'espèce de promesse qu'on s'est fait à nous-mêmes depuis très longtemps, c'est on tient parce qu'un jour, un jour viendra le temps de la reconquête. Un jour, on sera pleinement maître chez nous. C'est pour ça que maître chez nous est le plus beau slogan de notre histoire. Maître chez nous, c'est-à-dire un jour, ça va venir. Le jour, inversement, où les Québécois accepteraient que ça n'arriverait pas, je pense qu'en l'espace d'une ou 2 générations, il y aurait une dissolution de l'identité québécoise, une forme d'acadianisation, de louisianisation très rapide. Le jour où on va renoncer, on va se dire c'est plus possible. On ne sera jamais indépendant. Je pense que l'effondrement de l'identité québécoise va s'opérer aussi rapidement que l'effondrement du catholicisme dans les années 60. Maître chez nous, en plus, il y a quelque chose à la fois
d'un appel à la puissance, mais aussi du constat d'une certaine modestie, parce qu'on n'est pas maître chez les autres, on n'est pas maître dans d'autres pays, on est maître chez nous. Donc, c'est chez nous. Il n'y a rien d'exagéré là-dedans. On est chez nous et en même temps, il faudrait devenir maître. Mais quand tu parles de culture populaire, moi, il y a comme il y a une sorte de légende qui circule tout le temps autour de ceux qui ont, par exemple, le verbe comme celui que tu as. On ne peut pas faire à la fois le lien entre la culture populaire et la capacité de réfléchir, de lire et d'évoquer les grands auteurs comme ça. Toi, est-ce que quand tu grandissais, comme adolescent et comme jeune adulte, tu recevais comme ça une part de critique de gens qui disaient « Ce gars-là, il n'est pas comme nous, il est hautain. » Parce que moi, je sais que tu n'es pas cette personne-là. Même que les séries que tu évoques, tu les as clairement regardées plus d'une fois. Tu as même dit 300 fois pour lancer compte. On ne fera pas de la psychologie, mais il n'y avait pas quelque chose peut-être d'un petit peu souffrant aussi dans la nécessité pour toi de dire « Non, je suis un Québécois. » Non, j'aime ça pour vrai. Non, je ne suis pas un être très souffrant. Une question de tempérament. Tu t'en es remis. Là. Non, mais surtout, c'est que c'est pas une question de tempérament, mais généralement, ça va bien. Alors, moi, j'aime dire, l'existence humaine, c'est terrible parce que, genre, ça finit un jour. Mais pour le reste, on a 3 repas par jour et on a des amis, donc ça va. Si on a ça, c'est mon côté Obélix. Ensuite, je sais qu'il y a dans la culture québécoise, je sais qu'on parle beaucoup en ce moment, c'est à la mode, là, des transfuges de classe, là, des écrivains tardifs cherchent à imposer ce thème dans la culture littéraire québécoise. C'est très bien, ça doit être bien, mais de grands intellectuels de chez nous ont réfléchi à ça il y a un bon moment déjà. Il n'y a pas de mal de les citer. Par exemple, Récit d'une émigration, avec accent aigu, de Fernand Dumont, où il raconte comment, chez lui, le passage de la classe populaire, de la culture populaire à la culture savante, c'était pas simplement une évolution professionnelle ou sociale normale comme il y aurait dans toute société, c'est une forme d'arrachement à la culture populaire canadienne-française qui elle-même ne conditionnait pas, croyait-il, à cette espèce de saut dans un autre univers. Mais j'ai la chance d'être né en 1980 dans une famille où la ensuite, je ne veux pas me donner, je prétends pas être plus cultivé qu'un autre, mais dans une famille où la bibliothèque était, j'allais dire, le personnage principal de la maison, mon père et ma mère, mais le personnage non humain principal de la maison, c'était la bibliothèque. Je suis né dans un environnement où mon père citait lorsqu'il commentait ce qu'on aurait dit autrefois les actualités à la télévision. Il pouvait citer Maurice Séguin, Julien Freund, Éric Veil, Raymond Aron, Jean-François Revel, André Laurando, Lionel Groux. Donc ça faisait partie de notre univers et ce n'était pas contradictoire. Tout comme en France, on peut tout à la fois apprécier, je sais pas moi, Bienvenue chez les Ch'tis ou Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, tout en étant un fervent gaulliste et lecteur de Jean-François Revel et méditer les aphorismes de Sioran. Donc je vois pas pourquoi être au Québec, surtout je l'ai pas vécu comme tel. Au Québec, la fidélité à la culture populaire se vivrait comme un refus de la culture intellectuelle, entre guillemets, et l'amour de la culture intellectuelle serait une trahison de la culture populaire. Par ailleurs, on a toujours eu chez nous, puis ça c'est un problème, on a toujours eu nos propres snobs. Nos propres snobs, c'est le jeune Québécois qui va faire passer 3 semaines à Paris ou 3 mois à Paris, puis il en revient à jamais avec un accent parisien. Je me rappelle, j'avais un prof de philo à l'université. Il a passé 3 mois ou 1 an, j'en sais rien, à Paris ou 2 ans. Puis, je sais pas comment ce gars-là avait pu attraper cet accent-là, mais il l'a jamais quitté. Donc, l'accent était chez lui la marque ostentatoire d'un sentiment de supériorité sur les siens qui étaient, de son point de vue, des dégénérés provinciaux. Bon, ça existe. Il y a les retours d'Europe dont parlait André Laurando. Les retours d'Europe, c'est des gens qui passent, surtout il y a quelques décennies, il a passé du temps en Europe, ils revenaient chez nous, ils disaient « Ah, le Québec n'est pas à la hauteur! » Puis là, ils se sentaient à jamais en exil dans leur propre pays. Je n'ai jamais vécu ça. J'ai toujours vécu le Québec comme une évidence. Alors, mon ami, je pourrais presque dire mon frère en quelque sorte, mais mon ami Carl Bergeron a écrit un livre magnifique, Voir le monde avec un chapeau, où il réfléchit à ce qu'il appelle l'épreuve. Il dit l'épreuve dans la culture canadienne, française et québécoise, c'est la culture québécoise, une culture qui en elle-même n'émancipe pas nécessairement. C'est une culture qui peut quelquefois aliéner. Et c'est une épreuve quelquefois que d'apprendre à s'approprier pleinement sa propre existence, sa propre culture, sans renier le Québec, tout en se délivrant de son côté aliénant. Bon. Carl, dans ce livre, avait la gentillesse j'y apparaissais sous un autre nom. C'était très subtil. D'une subtilité désarmante. Pour les gens qui n'ont pas lu le livre, c'était les initiales, ouais, finalement. Il citait une phrase que j'ai souvent dit, c'est « Moi, je suis un héritier heureux. »
J'ai un père prof d'histoire que j'ai admiré toute ma vie, que j'admire encore aujourd'hui, que j'ai aimé profondément, que j'aime profondément. J'avais une mère enseignante qui venait du vieux fonds rural canadien, français, québécois, et qui trouvait ça tout à fait normal que son fils soit un intello, puis il n'y a pas de problème avec ça. Il y avait... Donc, pour moi, le Québec est une évidence qui mérite de s'assumer pleinement, ce qui s'appelle l'indépendance du Québec. Ce n'est pas une culture dont j'ai honte. Ce n'est pas, par ailleurs, j'ai pas non plus le besoin du nationalisme compensatoire qui consiste à dire on est les meilleurs dans le monde, on est les plus écologiques ou les plus identitaires. Là, rien de tout ça. Tu ne peintures pas la face en bleu le 24 juin. Juste admettre chez nous. Ouais. Par ailleurs, je vis en France depuis quelques années. J'y vais très souvent depuis longtemps. Et j'ai toujours parlé du Québec à la fois comme une évidence. Je pense que réfléchir sur le monde à partir du Québec va de soi. Tout comme il va de soi d'y réfléchir à partir de la Lituanie, si on vient de ce coin-là, ou de la Hongrie, ou de la Pologne, ou de l'Italie. Mon pays n'est pas une entrave dans ma capacité de comprendre l'universel. C'est ma porte d'entrée sur le monde. Et voilà pourquoi j'ai jamais vécu le Québec comme un fardeau. J'aime mon pays, c'est comme ça. On a plein de défauts, on a plein de qualités, mais j'aime mon pays. Mais les gens qui cherchent des preuves, des fois, que le fait de ne pas s'être accompli sur le plan collectif, donc de s'être donné un pays, par exemple, ça a des incidences sur le rapport qu'on a avec nos voisins semblables. Non, mais les gens qui cherchent des preuves de ça peuvent être convaincus par ce dont on parle en ce moment. C'est-à-dire que ce regard qu'on porte vers les gens qui sont amoureux des idées, amoureux de ce qui se passe à l'extérieur, intéressés par l'extérieur, eh bien, ce sont des gens qui s'intéressent à finalement la puissance et la posture d'un pays. Par exemple, la France, c'est un pays qui a une posture. Hein? De s'intéresser à la France, ce n'est pas incompatible avec le fait de rester amoureux du Québec. Le fait de rester, même de garder un regard tendre vers le Québec, comme Crémazie avait gardé un regard tendre vers le Québec, même s'il était rendu en France à fuir les créanciers. Même si on ne va pas jusqu'au mot amoureux, par exemple. Je suis québécois, c'est tout. Le Français n'a pas besoin d'être amoureux de la France pour être pleinement français, puis le Suédois non plus. Je suis québécois. C'est tout, donc c'est mon point d'ancrage dans le monde. Puis de temps en temps, le Québec m'énerve. De temps en temps, je le trouve très beau. De temps en temps, je nous trouve ticoun. De temps en temps, je me dis qu'on est au seuil de la grandeur. De temps en temps, j'ai envie de prendre mes vacances ailleurs. Mais le fait est qu'être un Québécois n'est pas une option. Moi, dans la belle histoire de la pensée nationale, les premières pages d'Option Québec sont probablement les plus belles. Nous sommes Québécois, c'est-à-dire, je le dis de mémoire, mais que c'est le seul coin du monde où nous soyons pleinement chez nous. J'ai pas de pays de rechange. Il y a des gens qui, quelquefois, dans le débat public, expliquent aux Québécois qu'ils ne devraient pas être indépendants, parce que pour différentes raisons, mais de temps en temps, pas tout le temps, et ils ont un pays de rechange. Moi, j'en ai pas. Je suis québécois. Je n'ai pas de pays vers lequel me replier si ça se passe mal ici. À la rigueur, je pourrais, comme d'autres, m'exiler. On peut tous s'exiler. Mais je n'ai pas une double patrie, je n'ai pas une double allégeance, je n'ai pas une double nation. Je suis québécois, j'ai pas d'option. Ça doit probablement avoir des effets sur ma manière de lire la vie politique. Je n'ai pas la tentation du surplomb encore une fois, sur ces gueux et ces provinciaux que nous serions, qui serions entêtés dans un rêve d'indépendance, alors qu'apparemment l'heure serait au cosmopolitisme canadien. Mais vous noterez souvent que cet amour du cosmopolitisme canadien, c'est pour le Canada. Ça veut pas dire... Ça me fascine. Hein? Les Québécois sont pas dignes de l'indépendance, c'est entendu. Mais par ailleurs, le Maroc doit être indépendant, l'Irlande doit être indépendante, la Pologne doit être indépendante, l'Algérie doit être indépendante, la Lituanie doit être indépendante, l'Ukraine, évidemment, doit être indépendante, mais le Québec, ça vaut pas la peine. La Moldavie doit être indépendante, mais le Québec, ça vaut pas la peine. Ça m'a toujours profondément énervé, cette idée que finalement, nous serions dans cette étrange catégorie... des peuples indignes d'exister pleinement par eux-mêmes. Ben, l'image est frappante. Là. Ce sont les députés du Parti libéral du Québec ou même du Canada qui, des fois, célèbrent la journée de l'indépendance de la Grèce, par exemple, et à qui on dit, mais si c'est bon pour les Grecs, est-ce que ça pourrait être bon pour les Québécois, par exemple? J'avais eu un échange une fois avec... Jerry Sklavounos, qui s'est fait connaître pour d'autres raisons ensuite. Mais avant de se faire connaître pour des faits qui ne nous concernent pas aujourd'hui, avait participé à je ne sais quelle journée, je pense que c'était pour l'indépendance de la Grèce d'ailleurs. J'avais fait un texte sur le Journal de Montréal en disant donc c'est bon l'indépendance pour les Grecs, mais pas pour les Québécois. Puis là, j'ai pris la peine de dire le Québec, par rapport au Canada, n'est pas dans la situation des Grecs par rapport à la Turquie au 19e siècle. Là. Tout ça, puis Lord Byron ne se mêlerait pas de nos affaires de la même manière. Là. Il n'en demeure pas moins que je vois pas pourquoi cette indépendance est bonne pour... Puis en plus, j'ajoutais,
Euh, J'en comprends donc que les Grecs qui sont ici depuis quelques générations continuent de se définir comme Grecs, mais donc là, j'essaie de comprendre les codes de l'inclusion, de la diversité à travers ça. Je crois qu'il y a des contradictions. C'est dur à lire, ouais. Mais, puis là, je me rappelle, la communauté hellénique du Grand Montréal avait fait un communiqué pour condamner mon texte en disant qu'il n'y a aucune comparaison n'était possible entre les Québécois et les Grecs. Alors moi, j'ai toute la sympathie du monde à la fois pour la très belle et très longue histoire de la Grèce, j'ai toute la sympathie du monde pour la Grèce actuelle. Par ailleurs, je pense pas que les Québécois sont moins dignes de l'indépendance que les Grecs, ou les Croates, ou les Serbes, ou les Albanais, ou les Portugais, puis on préfère la liste. Il y a un mouvement, là, puis on discute d'amour du Québec, en tout cas du fait qu'on est Québécois, puis que, voilà, on peut pas s'en débarrasser, donc aussi bien l'assumer. Depuis quelques années, puis je pense que t'es pas, tu le sais, que ça existe, il y a un mouvement on dit la droite de Québec, ça vient de Québec, ça vient-tu pas de Québec, mais il y a une pensée de plus en plus émergente qui s'exprime ainsi. Les Québécois sont des lâches, les Québécois sont moins courageux que les autres, les Québécois ont été les plus respectueux, donc les plus obéissants aux mesures sanitaires. Ça c'est un discours qui a de plus en plus d'incidence. J'ai reçu, moi, ici, Jérôme Blanchet-Gravel, avec qui je n'étais pas du tout d'accord là-dessus. Puis je ne peux pas le changer. Il pense ça depuis des années. Ça, comment tu inscris ça dans le contexte? Est-ce que ça a toujours existé, cette pensée-là? Est-ce qu'elle est nouvelle? Est-ce qu'elle se renouvelle? Bon, alors, Lévis Gratton était né bien avant les gens que tu viens d'évoquer, puis bien avant la COVID. Donc, cette idée que les Québécois, que les Canadiens français, disons les Québécois au sens large, parce que les gens se sont intégrés au fil du temps, que les Québécois soient un petit peuple de trouillards, tout ça, ça traîne depuis longtemps dans la culture. La chose qu'on peut noter du Québec qui existe, c'est qu'on est une société très consensuelle, mais c'est le propre de toutes les sociétés minoritaires. Puis nous, on est doublement minoritaire. On est minoritaire au Canada, puis on est minoritaire à l'échelle nord-américaine. Donc il est normal d'avoir comme société un réflexe consensualiste, qui est à la fois une force et qui peut être pesant. Puis je trouve que c'est à la fois une force et c'est souvent désagréable. Ensuite, pour la COVID, qu'on se compte pas d'histoire, partout en Occident, tout le monde a viré fou. C'est mon sentiment Donc, aussi. cette Là. idée que parler aux Français, ils vont vous dire il n'y avait pas pire que les Français pendant la COVID. Parler aux Allemands, ils vont dire il n'y avait pas pire que les Allemands pendant la COVID. C'est-à-dire que les Suédois qui étaient différents, puis les gens de la Floride. Donc, un moment donné, puis la COVID, en plus, faut savoir de quoi on parle. Les 6 premiers mois, on ne sait pas trop exactement ce dont il est question. Ensuite, on comprend qu'il y a un rituel absolument étrange qui se dégage, qui est le rituel, cette espèce de François Legault arrive avec le docteur Arruda. Et puis là, chaque jour, le système médiatique pousse le premier ministre à fermer les nouvelles affaires. Ça ressemblait à des messes, là, un peu. Oui, non, mais c'était la reconduction d'un rituel religieux sous forme covidienne. Puis les gens s'accrochaient à leurs mesures sanitaires comme dans d'autres temps à leur chapelet. Donc ça, je pense que c'est une période assez sombre, même très sombre de l'histoire contemporaine. Mais il n'y a pas d'exclusivité québécoise là-dedans. Mais il y a des gens qui ont toujours besoin de pratiquer cette espèce de nationalisme négatif qui consiste à croire qu'on se distingue par notre médiocrité. Oui, ben c'est ça. Mais c'est pas un nationalisme, mais on pourrait dire que c'est tellement important pour eux de rendre le Québec unique en son genre que c'est presque rendu du nationalisme. Ça en est pénible. Pour ce qui est de la droite de Québec, c'est très particulier parce que il m'arrive d'être en débat. Il y a de bons éléments dans cette droite-là. Hein. Ouais. Je pense à François Fournier, qui est dans le balado Yann et Frank, qui est un type franchement intelligent. Yann Sénéchal aussi. Mais c'est le Yann de Yann et Frank. Ouais. C'est un balado qui fait du bon travail, franchement. Il y a des gens de qualité dans cette mouvance-là. Ensuite, elle porte en elle une contradiction, à mon avis. C'est que elle célèbre partout dans le monde des mouvements qui sont patriotiques et favorables à l'indépendance. Son rapport au Trumpisme, ça la concerne. Madame Thatcher. Et partout, les partis qu'elle embrasse sont pour l'indépendance de leur pays. Mais ça ne s'applique pas au Québec parce qu'elle a intériorisé les mécanismes de la domination coloniale qui consistent à croire que sans les Anglais, globalement, on n'est ni prospère ni libre. En fait, c'est presque la distinction. Les trudeauistes pensent que sans le Canada, on serait condamné à devenir une forme d'État ethnocratique écrasant les minorités. Et puis la droite de Québec pense que sans le Canada, on serait condamné à devenir un État pauvre. On aurait une prospérité empruntée qui dépendrait exclusivement de la péréquation albertaine. Dans les deux cas, c'est absurde. Donc, ça, je ne peux pas m'empêcher. Je sais qu'on ne parle plus dans ces termes-là aujourd'hui, mais je ne peux pas m'empêcher de voir dans ces discours une forme d'intériorisation des mécanismes de domination coloniale. On ne parle plus comme ça aujourd'hui, je l'entends.
Mais le fait est que, comme peuple, on s'est fait expliquer pendant assez longtemps qu'on n'était pas capable de rien faire par nous-mêmes, puis que survivre, c'était déjà assez beau, qu'on l'a intégré comme idée. La droite de Québec, quelquefois. Et par ailleurs, je fais des nuances chez elle, parce qu'il y a des éléments là-dedans. J'ai écrit un livre en des temps anciens, antédiluviens, fin de cycle, où je cherchais à comprendre pourquoi une partie, pourquoi l'indépendance avait échoué. Puis une des explications que je donnais, c'est que le mouvement souverainiste a été tellement campé à gauche de différentes manières au fil de l'histoire, pas exclusivement, mais que des éléments plus à droite disaient, ben ça, vous voulez pas juste l'indépendance. C'est pas l'indépendance, vous voulez l'indépendance plus le socialisme, ou alors la social-démocratie musclée, ou la technocratie, plus l'écologie, puis le néo-féminisme, alléluia. Bon. Alors, vous voulez tout ça. Donc, ça, je pense que c'est une critique légitime qui a été formulée. Et là, il faut détricoter dans l'esprit de ce segment de l'opinion qui n'est pas fondamentalement antipatriotique. Il faut juste rappeler que l'indépendance, c'est une chose, puis le modèle de société, c'en est une autre. Le problème de cette droite de Québec, c'est qu'elle a quelquefois ce que j'appelle le côté de droite QS. C'est-à-dire, on veut la souveraineté, OK, mais à condition que ce soit une souveraineté libérale au sens philosophique ou libertarienne. Ben non, l'indépendance va être ni socialiste, ni libertarienne, ni à gauche, ni à droite. Puis là, on revient sur mes thèmes classiques, c'est l'indépendance d'un peuple. Puis là, on nous dit quelquefois, oui, mais préciser les institutions. Puis là, ils pensent avoir sorti une espèce de question inattendue censée nous bouleverser. Non, non, les enfants, regardez l'histoire du mouvement souverainiste en 80, début des années 90 à 95. Les souverainistes proposaient généralement quelque chose qui s'appelle une constitution provisoire pour assurer la préservation des libertés publiques et puis du système parlementaire, tout en disant que l'indépendance suivrait avec généralement soit une constitution, soit une constituante qui permettrait de fixer les paramètres institutionnels du pays à naître, mais jamais les souverainistes se sont dit, sauf la gauche radicale, les souverainistes ne se sont pas dit, l'indépendance va être l'occasion de créer une société tout à fait nouvelle, délivrer les exigences élémentaires de la démocratie libérale. Donc quand j'entends cette critique-là, je la trouve un peu étrange. Par ailleurs, l'indépendance, pour moi, se voit en elle-même. Je suis fasciné de La voir liberté, c'est la liberté. mais c'est mettre chez soi. Je vois pas pourquoi on serait plus cave que l'autre, puis on serait capable de se gouverner par nous-mêmes. Moi, ça m'obsède. Ça m'obsède. Ce qui fait que je deviens mauvais des fois, parce que je le prends perso. Il faut pas se choquer pour des idées politiques, mais je le prends perso l'idée qu'on serait trop cave pour se gouverner par nous-mêmes. Mais ça, c'est parce que on parlait tantôt de culture populaire, on parlait d'âge d'or, un certain âge d'or, en tout cas, du Québec. Tu parlais du Québec pré-révolution tranquille, les années 90. La raison pour laquelle je voulais te parler de la droite de Québec, c'est que pour moi, c'est l'espèce de standardisation de la morosité. Il y a tout un discours autour de ouais, mais tu sais, on n'est pas assez bon, Puis moi, je voulais savoir, toi qui connais les idées, si c'était nouveau, si ça se renouvelait. Tu m'as dit non, ça a toujours existé. Ouais. Mais c'est quand même le signe qu'on arrive, et c'est aussi le titre de ce fameux livre publié en 2007, donc fin de cycle. C'est bien ça, 2007? Non, ça c'est 2012. Fin de cycle, c'est 2012. La dénationalisation tranquille, 2007, c'est 2007. parfait. Donc je me trompe toujours entre les deux. Il y a quelque chose comme, quand on se dit non deux fois, c'est là que le cynisme entre en ligne de compte. Bien sûr, il y a un prix à payer pour l'échec. Ça, c'est un truc qui m'a frappé. On dit toujours, il y a un prix à payer pour l'indépendance. C'est vrai, toute fondation implique un prix à payer, mais ensuite, c'est surtout, ça peut, même dans ce vocabulaire-là, ça peut être très payant. Mais il y a un prix à payer pour l'échec. Et les échecs à répétition, tu sais, il faut comprendre, toutes les énergies accumulées, je dirais depuis les Patriotes, puis après ça depuis Honoré Mercier, puis plus encore depuis les années 20 avec le Chanoine Group et le mouvement qui l'a relancé, toutes ces énergies accumulées, qui étaient puis pensez vers le curé Labelle, qui étaient portées par l'idée qu'un jour viendrait le temps de la reconquête. La Révolution tranquille arrive tout de suite, comme je disais, les slogans. 1960, c'est le temps que ça change. 1962, maître chez nous. 1966, égalité ou indépendance. Tout est clair. Puis tout ça échoue. Non seulement ça, donc on n'a ni l'indépendance, ni le statut particulier dans le Canada, mais en plus, on nous impose une constitution qui est fondée sur la censure de notre existence et qui, plus encore, consacre le triomphe d'une vision fondée sur une hostilité viscérale à notre endroit. Mais qu'on me présente un peuple sur Terre qui n'aurait pas eu les reins brisés par ça. On a eu les reins brisés par moi, j'ai la défaite des faits. Puis, il faut vraiment des farfelus pour s'imaginer qu'on se remet d'une défaite comme ça en quelques semaines ou quelques jours ou quelques années. De 80 à 95, ça nous a pris du temps à nous remettre. Il faut dire qu'on était encore dans une dynamique de réparation. 80... mais on nous fait un mauvais coup, donc 82, puis après ça 80 Mitch, 87, 90. Là, 95, la défaite était brutale, parce que
La majorité historique francophone qui est interpellée existentiellement par la question nationale a voté oui à 61%. Le régime fédéral a pris les moyens pour neutraliser, pour verrouiller, pour empêcher cette majorité de voir ses aspirations profondes traduites politiquement. Avec l'immigration massive qui, comme l'a dit Parizeau à sa manière, d'une manière qui manquait peut-être de délicatesse, mais pas d'exactitude. Et ça s'est radicalisé depuis. Donc, moi, je vois ça souvent chez les indépendantistes aujourd'hui, des gens qui disent « Ah, ce serait bien, mais ça peut plus se faire. Regardez la démographie. » Puis, faut jamais oublier que les fédéralistes eux-mêmes, de David Peterson à Christos Syros, à bien d'autres, ont dit s'ils le font pas en 95, ils pourront plus le faire après. La démographie leur permettra plus. Bon, moi je pense qu'on a une dernière fenêtre historique qui s'ouvre devant nous. Quelque part, il nous reste une dizaine d'années. Et c'est pour ça que ceux qui nous disent ah mais les sondages sont pas bons en ce moment, calmez-vous. Premièrement, en 95, les sondages n'étaient pas bons non plus. Deuxième élément, ne pas tenir le troisième référendum, c'est le perdre. C'est une formule que je dis depuis longtemps, qui a été reprise récemment, ce qui m'a fait plaisir, par la nouvelle députée du Parti québécois, Catherine Gentil-Corps. Ne pas le tenir, c'est le perdre. C'est-à-dire que il nous reste une fenêtre historique. Le poids des francophones, la majorité historique francophone va tomber, tôt ou tard. Puis là, on sera juste plus capable de faire autre chose que l'indépendance du Lac-Saint-Jean. Donc, il faut, à ce moment précis, puis moi je crois, ça c'est le scénario optimiste que j'ai dans ma tête, c'est pas un optimisme forcé. Non, c'est lucide. Il y a de la lucidité là-dedans, puisqu'il y a même un échéancier. Oui, oui. Non, c'est un optimisme qui se présente sous certaines conditions. Ben, ça ressemble à ça. C'est un réalisme. En 2026, les indépendantistes prennent le pouvoir. Là, les Québécois, il faut avoir j'aurais presque une théorie de l'état d'esprit des Québécois. Les Québécois préféraient, on est comme peuple, hein. Ça, on a des défauts, on préférait pas se faire poser la question. On préférait parler d'autre chose. On préférait parler du Canadien, on préférait parler... Puis là, les indépendantistes sont au pouvoir. Puis ils n'ont pas caché qu'ils allaient faire quelque chose. Ils disent, dans 1 an, on vous consulte sur l'indépendance. Là, il y a toute une partie de l'opinion publique qui, dans ses profondeurs, est congelée. Parce que les gens ne pensent pas... Vous votez comment? Non, fichez-moi la paix avec ça. Ben oui. Là, non. Là, il y en aura un référendum. Vous êtes obligé de vous positionner. Puis c'est probablement le dernier. Qu'est-ce que vous pensez? Je crois qu'à ce moment où les Québécois vont prendre au sérieux le fait que, c'est sérieux, là, il y en a une troisième fois, il y a une partie du bloc électoral qui va se dégeler. Deuxième élément, et ça on le voit, il y a une nouvelle élite indépendantiste qui émerge au Québec en ce moment. Elle est portée, mais pas exclusivement, Paul Saint-Pierre Plamondon l'incarne de très belle manière, mais il n'est pas seul. On le voit alors je parle un peu en vieux gaulliste, mais on voit des ingénieurs, on voit des avocats, on voit des médiatiques, on voit des entrepreneurs qui qui arrivent à des âges où on veut prendre des responsabilités dans la cité. Donc, c'est pas des gars de 18 ou des filles de 18, 19, 20 ans qui sont dans une forme d'idéalisme incandescent. C'est pas non plus des octogénaires nationalistes qui veulent voir le pays avant de mourir. C'est-à-dire qu'il y a ces deux catégories de personnes-là, mais s'ajoute à elles... Moi, j'ai toute la sympathie du monde pour les octogénaires qui veulent voir le pays avant de mourir. On va avoir besoin d'eux, je pense. C'est mon paternel. Mon père a aspiré ça toute sa vie, puis j'espère qu'il verra le pays avant de mourir. Mais de l'autre côté, il y a aussi une jeune génération qui émerge. Ça, c'est intéressant. Mais il y a des gars, des filles qui ont, je sais pas, 43, 44, 45, 46. Ces âges-là, 52. Arrivent au moment de l'engagement dans la vie politique. Ils arrivent à quel moment? Le moment de l'échec caquiste. L'autonomisme, surprise, n'a pas fonctionné. Au moment où, s'ils sont de la majorité historique francophone ou de ceux qui l'ont intégré, ils constatent très bien l'anglicisation accélérée de Montréal, de Laval, de Rive-Nord, la Rive-Sud. Là-dessus, il faut lire les travaux, les notes exceptionnelles de Frédéric Lacroix, qui fait un travail exceptionnel de pédagogie publique. Ils comprennent bien que, à l'horizon du présent siècle, la majorité historique francophone va devenir minoritaire au Québec. Devenir minoritaire en son propre pays, c'est la pire chose qui peut arriver à un peuple. C'est la folklorisation assurée et la disparition à terme. Donc, il y a, je le redis, un parti indépendantiste qui prend le pouvoir, une résolution à faire l'indépendance, l'échec de l'autonomisme, la prise de conscience de la stratégie de noyade migratoire canadienne, le choc
déjà vécu, peu importe ce que dira la Cour suprême, entre une laïcité québécoise et le multiculturalisme canadien. Le fait que, pour un francophone, se promener à Montréal puis à Laval de plus en plus, c'est faire l'expérience de l'exil intérieur parce que notre propre langue est désormais une langue, à la rigueur, sur l'accommodement raisonnable et linguistique qu'on nous accorde. Donc, je pense que les conditions d'un dégel puis, et d'une nouvelle génération indépendantiste qui arrive, puis pas juste des gens qui, comme moi, genre, répètent depuis genre qu'ils ont 16, 17, 18 ans puis sont dans la vie publique. Ah, je suis pour l'indépendance. Si les gens me connaissent un peu dans la vie publique, ceux qui me connaissent savent que je suis indépendantiste. Oui. Au-delà de tout, ils savent que je suis indépendantiste. C'est connu. Mais des gens qu'on connaît pas. Là, j'ai en tête, mais c'est des profils, genre, je ne vais pas les outer, comme on dirait. J'ai une chef Chaque chose en son temps. Ils feront leur travail par eux-mêmes. C'est ça. Mais j'ai en tête une chef d'entreprise tout à fait remarquable. Une autre, d'ailleurs, c'est deux filles qui sont tout à fait exceptionnelles. Tel avocat, tel avocate, tel ingénieur. Des gens, ils ne sont pas connus pour leur préférence politique, mais ils considèrent que l'heure est venue de faire le saut. Je pense que ces figures nouvelles, qui incarnent, un peu comme à la fin des années 60, début 70, au moment de la création du Parti québécois, le ralliement d'une catégorie sociale nouvelle qui est prête à faire son saut dans la vie publique, les conditions sont rassemblées pour qu'un oui soit possible. Ensuite, je ne suis ni devin ni prophète. Je ne sais pas d'avance quel sera le résultat, mais moi qui est dans le combat indépendantiste depuis le millénaire passé, c'est la première fois vraiment où je crois qu'on peut gagner. Puis, il y a quelque chose, par contre, il y a un piège. Je veux t'entendre là-dessus. Tu me diras si je me trompe et que ce n'est pas un piège. Mais comme, bon, oublions les gens qui, en 95, dans le clan fédéraliste, pensaient vraiment que ce serait la dernière chance pour les souverainistes d'accomplir ce rêve-là. Tu viens quand même de le dire, toi qui es dans l'autre camp, le camp souverainiste, que c'est notre dernière chance. Mm-hmm. Et si c'est notre dernière chance, c'est sûr que ça influence le discours des indépendantistes qui, contrairement à 80 et à 95, même s'il sera toujours question d'un projet de société et de s'inscrire dans le monde et de le faire pour les bonnes raisons, il y a la dimension identitaire qui rend le discours, oui, plus urgent, donc va chercher des gens qui auraient peut-être voté non, mais qui là se font dire, écoute, tu l'as bien réalisé toi-même que peut-être que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu ne pourras plus parler français sur ta rue. On tombe peut-être dans un piège, je m'explique en quoi, parce que finalement, on est moins dans l'idée de faire le pays pour les bonnes raisons. C'est quoi les bonnes raisons? Ben, moi, je veux dire, je pense que c'est les bonnes raisons que de survivre et de parler français et de valoriser sa culture et d'exister dans ce monde. Mais pour certaines personnes, c'est un discours qui est défensif, qui est un discours qui est fermé. Moi, fermé, j'en sais absolument rien. Défensif que celui qui m'explique comment une petite nation francophone dans le Canada et en Amérique du Nord soit pas défensive, peut survivre. Qu'on me l'explique, ça m'intéresse beaucoup. Non, mais tu sais, en 80, Mathieu, il y avait les chansons de René Claude, les jeunes dans la foule. Le romantisme autour de ce mouvement souverainiste-là. Je pense que le romantisme boomer est un romantisme qui nous a beaucoup fait perdre. Alors, par ailleurs, j'aime beaucoup certaines chansons de René Claude. Je ne suis pas insensible à ça. J'ai une amie, une collègue, qui dit le seul vrai référendum, c'est celui de 80, parce que c'était là où la question romantique de l'existence d'un peuple se posait. En 95, on était déjà dans des complications constitutionnelles. Je suis pas d'accord avec elle, mais je vois ce qu'elle veut dire. Ensuite, moi, les bonnes raisons, il y en a deux. Survivre comme peuple, puis se gouverner par nous-mêmes. Ensuite, si vous êtes de la tendance qui dit que la souveraineté va être l'occasion de faire enfin une société vraiment progressiste, que je sache, le Québec est assez avancé là-dedans, mais ça vous concerne. Si vous êtes d'une tendance plus libérale qui dit l'indépendance du Québec va nous forcer à une forme de responsabilité administrative et budgétaire et financière, parce qu'on sera plus protégé dans leur esprit par la péréquation canadienne, mais grand bien vous fasse. Mais puis pour le reste, s'inscrire dans le monde, évidemment, la naissance d'un nouvel État en Amérique, point d'aboutissement de la magnifique aventure de l'Amérique française qui commence avec Cartier, puis avec Champlain, puis qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, c'est magnifique. Mais moi, puis je pense que si on veut à tout prix utiliser le mot romantisme, il y a une part de romantisme magnifique dans ce nationalisme de la survivance, de l'enracinement, de la reconquête, comme disait Vigneault, s'appartenir soi-même. Si on veut doubler ça d'une forme de projet de société socialisant, progressiste, multiculturel, que nos amis de QS fassent leur travail. Oui, ils vont nous être d'une utilité ici, c'est eux qui vont apporter la peinture et la gouache. Moi, je pratique l'œcuménisme en la matière. Moi, je sais, par exemple, qu'au Parti conservateur,
d'Éric Duhem, peut-être même dans cette direction. Je ne sais pas lesquels. Il y a des gens qui voteraient oui. Je sais que dans le Parti populaire de Maxime Bernier, il y a des gens qui voteraient oui. J'ai des amis au Parti libéral, ça c'est quand même fort, qui disent, regarde, j'ai fait ma vie dans le Parti libéral, ou tout le moins dans ses réseaux de pouvoir. J'ai fait le tour. Non, ça c'est autre chose de dire, regarde, ma vie est là. Tu veux pas que je m'arrache à ma vie, là? Faites votre référendum. C'est votre job, c'est pas la mienne. Ma vie, je l'ai fait ailleurs. J'ai fait un choix à 18 ans qui m'a conduit aujourd'hui à être associé dans tel bureau. Puis... Faites ton référendum, je voterai oui. Mais sac-moi patience d'ici là. J'ai des amis à la CAQ, au Parti conservateur fédéral, qui voteraient oui. Puis j'ai même, étrangement, parce que la vie était si faite, j'ai quelques amis à QS, ou à tout le moins qui votent pour eux, qui voteront oui. On appelle ça un peuple. Un peuple, c'est éclaté politiquement, c'est divisé politiquement, mais ça ne doute pas de sa propre existence. Bon, ben moi, c'est un peu ma logique, puis je trouve que c'est tout à fait honorable. Puis pour ce qui est des raisons arc-en-ciel, oui, ça devient possible de 95, ça fera partie du discours. Non, mais les déterminants profonds de l'accession à l'indépendance sont autres. C'est survivre comme peuple, exister pleinement dans notre culture, dans notre langue, ne plus s'excuser d'exister, puis se gouverner soi-même, ce qui est la liberté, qui est l'appel le plus profond dans le cœur de l'homme. Puis par ailleurs, on peut même le dire avec des chansons de Paul Piché. Moi, j'aime passionnément Heureux d'un printemps. J'aime même sa chanson un peu bizarre de 95, je pense, Voilà ce que nous voulons, qui est à la fois une chanson c'est presque une forme de souverainisme inclusif, machin, version presque Louise Arel. Puis au même moment, on sent là-dedans la puissance d'un peuple. Hein, on voudrait même qu'ils obtiennent une permission d'exister. Ah, c'est beau, ça. Il y a l'escalier aussi. Sinon... Ah, oui, bien sûr. Mais la chanson québécoise raconte très bien, d'ailleurs, Le vieux dans le bas du fleuve de Valier. C'est Gaston Mandeville, que dis-je. Ouais. Raoul Duguay. Puis, quoi qu'on en dise, il y a presque... Tout ça, c'est écrit à l'angle de l'histoire de la chanson québécoise. Il y a les chansonniers des années 50, 60. Il y a les grands, Vigneault, Léveillé. Vigneault, Leclerc, Léveillé. Il y a ensuite ce que j'appelle le son d'un pays. Le son d'un pays, c'est... À la deuxième note, tu sais où est-ce que t'es. T'es en Irlande, t'es en Europe de l'Est, ou t'es au Québec. Puis le son d'un pays est capté par un ou deux groupes par génération. Il y a eu, à sa manière, évidemment, Vigneault, qui est un poète génial. Il y a Félix Leclerc. Puis ensuite, il y a eu les deux groupes qui ont fait le son d'un pays. Beau Dommage, puis les Cowboys Fringants, avec à leur manière aussi mes aïeux. Mais ça, c'est le côté plus tradit. Mais je pense que tu les écoutes, tu sais tout de suite que tu es au Québec. Puis, alors moi, qui vis en France depuis quelques années, quand j'ai une forme de mélancolie québécoise qui peut m'arriver... alors, je n'ai pas un tempérament mélancolique, mais quand j'ai la mélancolie québécoise, ça me prend. Ces groupes-là, comme tant d'autres, je les écoute. Et ça me rappelle exactement d'où je viens et ce à quoi j'appartiens. Puis en plus, je suis assez, en ces matières, assez généreux de mes passions. Donc, j'entends par là que j'aime tout de la culture québécoise. Ben oui, tu t'éparpilles. Il n'est pas inimaginable de m'imaginer à Paris en train de faire ma vaisselle en écoutant Marjo. Et ainsi de suite. Donc, il faut m'imaginer en train de récurer mes casseroles en chantant Les Chats Sauvages, puis je lâche pas, et puis tout ça, puis je trouve que c'est... j'entends mon pays. Puis, mais c'est important par contre ce que tu viens de dire. La culture, là, on revient à la culture, il y a quelque chose qui a changé par contre. Tu sais, on parle des Cowboys Fringants. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont cru et croient encore que c'est une rupture peut-être dans, en tout cas, l'histoire contemporaine du Québec, parce que je ne vois pas un groupe remplacer les Cowboys Fringants. On ne sait jamais d'avance. On ne sait jamais d'avance, et je ne veux pas être prophète de malheur, et c'est même pas une prédiction. Je ne me sais même pas au jeu dangereux de la prédiction, mais on parlait de démographie tantôt, c'est pas inutile que de la ramener sur la table, parce que c'est ça qui rend possible des groupes comme ça. Et tous les groupes que tu as nommés sont des groupes qui sont... sur Spotify, mais plus vraiment en tournée. Donc, bien sûr, j'en suis conscient de tout ça. Mais c'est parce que ça fait partie des facteurs à considérer quand on s'imagine comment on va y arriver. Il faut que les gens aiment le Québec. Il faut qu'on sorte de la morosité. Il faut qu'on sorte de cette espèce de discours qui consiste à s'auto-flageller puis à se dire on est donc bien nul, on est plus nul qu'ailleurs, alors qu'on le sait souvent que c'est faux et qu'on est dans le cynisme.
Et ce sont souvent ces groupes-là qui nous sortent de notre torpeur, qui nous font Regarde, nous secouer. on ne sait jamais quel sera le prochain groupe de génies qui va d'un coup capter l'imaginaire d'un peuple. Disons, moi, je me rappelle, les Cowboys fringants. On ne les Quand entendait plus. Peut-être c'est ça. Hein? Ben, Après 95, ils nous arrivent en 2001. Ça remonte juste avant. Il y a un groupe à un moment donné qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Fin 80, début 90, les Vilains Pingouins. Ben On oui. avait arrêté de chanter en français. Puis les Vilains Pingouins commencent à chanter en français, puis c'est formidable. Alors, je le dis à la manière d'une anecdote parce que ça me plaît de la raconter. Dans l'édifice, dans l'immeuble où j'habite à Paris, puis pour ceux qui comprennent les immeubles parisiens, on connaît jamais tous ceux qui vivent dans le même immeuble que nous. Mais je sais que quelque part, parmi les dizaines, soit de locataires ou de propriétaires, il y a un Québécois qui est là, parce que de temps en temps, je l'écoute écouter les Vilains Pingouins. Je l'entends écouter les Vilains Pingouins. Donc, je suis en train d'écrire mes chroniques. Là, puis là, on est « T'es même pas venu me dire salut. » Et là, Salut, salaud. Ah, c'est formidable. Donc ça, le fait est que dans les années 80, quand on arrête de chanter en français au Québec, bon, là, les Vilains Pingouins arrivent. Puis, il y a encore des chansons des Vilains Pingouins qui sont exceptionnelles. Moi, j'écoute ça avec grand bonheur. J'écoute vraiment ça avec grand bonheur. Il y a une version, notamment, de Salut Salaud avec Bodakan, j'espère ne pas mal prononcer le... Enfin, c'est un groupe plus traditionnel, je crois, mais qui est disponible sur YouTube. J'ai dû l'écouter 1000 fois, cette version-là, tellement elle m'émeut. Donc, tu prévois pas les Vilains Pingouins, tu prévois pas les Cowboys fringants, puis tu prévois pas ceux qui prendront le relais. Ce que je sais, c'est que dans leur dernier grand concert sur les plaines, les Cowboys fringants, c'était un moment à la fois générationnel et national. Puis la mort de Carl Tremblay, qui nous a tous... moi, je le dis bouleversé pour des raisons, parce que je pouvais m'identifier personnellement à ce qu'il a subi, en ayant eu la chance, quant à moi, de m'en tirer. Mais lui, bon, on sait ce qui lui est arrivé. Ça m'a... Il y a eu je pense, un moment collectif au Québec à ce moment-là où des gens savaient... Prise de conscience, là. Oui, une prise de conscience. On sentait que quelque chose, une voix essentielle qui avait su capter... Tu sais, les Cowboys fringants, ça commence pendant quelques années sur le mode presque des gauchistes altermondialistes, nationalistes. La manifestation, drapeau en Très berne. bon par ailleurs, mais bon. En berne, la chanson, oui. Mais à la fin, c'est autre chose. Ah ouais. Puis il y a une mélancolie. Je le dis, leur chanson, je perds le titre, là, quelques succès immenses. L'Amérique pleure. Voilà, l'Amérique pleure. Je sais pas combien de fois à Paris, dans un environnement pas du tout québécois, des gens... de tous les partis, même ceux qu'on fréquenterait pas au Québec, écoutaient ça en pleurant. Des amis à moi, de toutes les tendances, mais pleuraient en écoutant ça. Donc, là, encore une fois, l'universalité de la culture québécoise. Je me rappelle avoir expliqué à une amie ce qu'était l'eau de mop. Bon. Mais bon, parce qu'elle comprenait sans savoir exactement. Donc, je pense qu'on sait jamais d'avance, mais il y avait chez eux un génie. Puis, il n'y avait pas besoin de dire pays et indépendance à chaque... Non. À chaque tune pour qu'on comprenne. Puis, par ailleurs... Parce que c'était riche. Il y avait une substance dans l'écriture. Puis par ailleurs, quand on dit le mot pays, indépendance dans une chanson, moi, ça me déplaît pas. Il y a un groupe un peu oublié aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas eu un grand succès. Je pense que c'est La Veste de Loup, les années 90. Les clés de mon pays. Bon, c'est même plus ou moins connu. C'est une chanson très indépendantiste, début 90. C'est formidable. Alors, moi, j'aime ce type appelons ça, de musique nationaliste explicite. Mais je pense que le génie d'un peuple ne s'exprime pas dans l'idéologie revendiquée. Simplement, comme un moment donné, on existe puis on vit. J'ai une amie, une Française, une figure de la classe politique, qui, à la mort des Cowboys, une figure importante de la classe politique, qui, au moment de la mort de Cowboys fringants, m'envoie un mot, elle est bouleversée. Elle me dit, bon, je connaissais l'Amérique pleure, puis là, c'est une autre chanson, pourrais-tu me faire une liste de leurs chansons? Oui, j'en envoie quelques-unes qui correspondent, je comprends c'est quoi son état d'esprit. Puis là, je vois à quel point notre culture, parce qu'elle me revient là-dessus en me disant que c'est exceptionnel, ben, il y a une universalité de la culture québécoise, encore une fois. Donc, je ne sais pas quel sera le prochain grand groupe. Il existe peut-être des gens où il n'existe pas encore. Puis ça se peut que je ne l'aime pas, parce que finalement, on n'aime pas toujours tout. Ben oui. Puis je suis un peu grognon quand même, mais je suis un peu grincheux. Mais globalement, tant que notre peuple va exister, il va générer des choses comme ça. On est un peuple de... C'est Carl Bergeron que j'ai mentionné tantôt, qui le disait il y a longtemps. Il disait, on est un peuple où la culture orale est quasiment plus forte que la culture littéraire. Notre culture littéraire est une culture orale. La chanson québécoise exprime l'être québécois. Puis, mais ça pose quand même la question de
de l'homme providentiel ou de l'humeur qui s'impose. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir l'impression que c'est la morosité est là pour s'installer, qu'il n'y a plus rien qui va se passer. Et là, soudainement, il y a un groupe qui survient, tout comme on n'attendait pas. Et là, je comparerais alors les Cowboys fringants au tournant des années 2000 à un Paul Saint-Pierre Plamondon. On attendait la mort du Parti québécois, c'était les pronostics. Et là, soudainement, arrive quelqu'un qui dit non, non, on existe. Il est impressionnant, le bonhomme. Ben, tout de même, ouais. Je veux dire, moi, franchement, j'en parlais, je sais pas à quel moment on va être diffusé, là, mais j'en parlais il y a quelques jours avec On est au mois de mai quand on se parle. Ouais. J'en parlais à une amie qui fréquentait ce que j'appellerais des péquistes de l'ancien monde. Disons, on comprend pas le nouveau PQ, gna gna gna. Le nouveau PQ, là, c'est la première fois depuis. Tu sais, le PQ a gagné sa dernière grande élection, c'est 1998. Puis encore là, il y avait eu moins de votes que les libéraux, si je peux me permettre. Donc là, puis il y a eu une victoire en 2012, mais Oui, c'est ça, parce que ouais. c'est l'équivalent du gouvernement, c'est l'équivalent du dernier tour de sorte de l'Union d'éclipse, nationale. là. Ouais. Et là, le Parti québécois est premier dans les sondages, avec un chef improbable qui a ramené l'indépendance de manière... Il y a un côté Parizeau, hein. Moi je trouve qu'il y a un côté Parizeau chez PSPP. Il ramène l'indépendance, il rompt avec l'orthodoxie diversitaire, multiculturaliste, immigrationniste. Il demeure fidèle à la social-démocratie parce qu'il est social-démocrate. C'est probablement un point avec lequel j'ai des désaccords avec lui. Il est... Mais il est ouvert quand même. Hein? Ah, non, sur la non, question de la réforme de il l'État. faut débureaucratiser, mais sur le fond des choses, c'est un Danois, en fait, PSPP. C'est la gauche danoise. Mais tout ça pour dire qu'on a quelqu'un que tout le monde méprisait. Hey, moi, je me rappelle, on refusait même de l'inviter à la grand-messe de Radio-Canada. On le traitait comme un ticoun, on le traitait comme un espèce de scout avec des Bermudas qui était égaré dans la vie politique. Premier dans les sondages aujourd'hui, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, mais il est impressionnant. Donc, voilà, celui qui était capable de faire ressurgir le Parti québécois ne correspond pas à la typologie des grands chefs historiques nationalistes au Québec, d'Honoré Mercier jusqu'à Lucien Bouchard. Puis pourtant, il est étonnant. On verra. Mais je le trouve étonnant. On ne sait jamais quel sera le prochain grand groupe. Ben, c'était les Cowboys fringants. On les a peut-être pas vu venir. On ne sait jamais quel sera le prochain grand écrivain. On ne sait jamais quel sera le prochain grand penseur politique. Mais j'y reviens. Puis on ne sait pas exactement quand il y aura le prochain référendum. Même si on peut se dire que c'est peut-être en 2027. Mais ce qu'on sait, c'est que tant que comme peuple, on va être là, on va générer, comme tous les peuples du monde, un imaginaire, des désirs, des figures capables d'incarner notre trajectoire au fil du temps. Puis... Oui, mais il y a un point commun quand on va terminer sur la comparaison entre les Cowboys et Paul Saint-Pierre Plamondon, mais c'est s'affirmer, c'est payant. S'affirmer, dire ce qu'on est, ne pas hésiter. Les Cowboys fringants, là, c'était quand même un groupe qui était, on était quand même dans la provocation parce qu'on était indépendantiste puis on s'en prenait au mouvement souverainiste. On appelait à manifester. On va me dire que c'est pas très risqué quand on est à gauche que de faire des appels comme ça, mais il y avait quelque chose. On est allé en France avec un groupe qui a jamais changé les paroles. C'est du joual, c'est des... Puis on a réussi en France. Et Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est le chef du Parti québécois, à qui on a dit, là, déclenche surtout pas de référendum dans un premier mandat parce que ça va faire peur aux Québécois. Puis il dit non, il tient la ligne et ça fonctionne. Sondages ne sont que le reflet de quelque chose qui pourrait arriver. Mais ça compte des sondages quand même. Non, bien sûr, mais tout ça, je suis tout à fait d'accord. Un moment donné, c'est ce que les catholiques, après Vatican II, étaient dans ce qu'on appelait souvent la pédagogie de l'enfouissement. C'était, ne dites surtout pas que vous êtes catholique, dissimulez vos convictions, mais ayez une vie lumineuse d'exemplarité et vous allez convertir. Ça n'a pas marché. Ben non, hein. Alors, je lis toute comparaison avec les mouvements religieux limités, mais le souverainisme de l'enfouissement, ça n'a pas fonctionné. Ne dites pas que vous êtes souverainiste, dérangez pas la population avec ça, soyez un bon gouvernement provincial, puis à un moment donné, il y aura un effet d'alléluia dans la population, ou que dis-je, un effet d'Eureka, et là, bon, c'est les gens vont aller voter oui. Manifestement, au moment de l'histoire où on se trouve, il fallait un indépendantisme décomplexé. On croyait qu'il n'était plus possible. On pensait que la souveraineté, moi qui pensais que l'indépendance, je la crois tellement nécessaire que je cherche toujours le chemin qui va nous y conduire. On a pu croire pendant un temps que ce serait l'échec de l'autonomisme qui amènerait la CAQ à elle-même se convertir après dans une forme de Meach 2, après que les fédéraux aient retoqué la loi 21. Bon, manifestement, là, c'est un chemin plus parisiste qui s'ouvre devant nous. Ensuite, il ne m'appartient pas de dire aux hommes politiques quoi faire. Ils font leur boulot, je fais le mien. Mais je constate
que tout le monde est obligé de prendre au sérieux à nouveau les indépendantistes au Québec. Je vais sortir l'épisode le 24 juin. J'ai pris cette décision-là. J'avais l'idée de le faire et là, c'est confirmé. J'aimerais ça, avant qu'on termine, Mathieu, que tu rappelles aux Québécois qui sont pris dans le piège de la morosité de quoi ils peuvent être fiers. D'abord et avant tout d'avoir tenu, bordel. On est une expérience improbable en Amérique. On arrive ici, les Français, à l'époque, ensuite les habitants, puis les Canadiens français, puis les Québécois, d'abord qui se déploient. Donc l'Amérique a d'abord été nommée en français. C'est pas un détail. Ensuite, donc il y a un esprit de conquête dans le bon sens du terme dans ce peuple. Ensuite, l'histoire aurait pu nous faucher. Mais on a tenu. On a tenu bon pendant longtemps. On a tenu... Rien n'était plus probable à partir de 1760-63 que notre effacement comme peuple. C'était... La logique des choses aurait voulu qu'on disparaisse. On a tenu. Puis on était capable, toujours, non pas grâce au cadre qui nous a imposé, mais malgré ce cadre, élargir nos marges d'autonomie, s'affirmer, créer une culture avec une puissance universelle indéniable, alors qu'encore une fois, tout aurait voulu qu'on soit condamné à l'inexistence en Amérique. Je pense qu'aujourd'hui, par ailleurs, le Québec est presque un laboratoire à l'échelle du monde, sans qu'il ne le sache et sans que le monde ne le sache. Donc, double effet d'aveuglement. C'est Alain Finkielkraut, le philosophe français, qui avait dit dans l'Ingratitude en 1998, au livre d'entretien avec Antoine Robitaille, oui. Il avait dit « Nous sommes tous des Québécois aujourd'hui. » Et pourquoi disait-il cela? Parce que les Québécois ont fait une expérience avant les autres de ce que tous découvrent aujourd'hui. Nous sommes des petites nations. C'est la formule de Kundera. Qu'est-ce qu'une petite nation? C'est une nation qui est consciente de sa possible disparition. Nous n'avons pas la certitude des empires. Nous n'avons pas la certitude des grandes nations qui se croient promises à l'éternité. Nous ne croyons pas que nous venons du fond des âges et que nous sommes promis à l'éternité. Nous savons que nous pouvons disparaître. Mais tous les peuples occidentaux aujourd'hui savent qu'ils peuvent disparaître. Tous les peuples occidentaux, probablement tous les peuples plus généralement, mais à tout le monde les peuples occidentaux, savent qu'ils pourraient devenir d'abord étrangers chez eux et ensuite disparaître. Et de ce point de vue, il y a un lien intime, même sur le plan de la philosophie politique, entre l'identité et la liberté. Et ce lien intime doit être retissé dans le discours public, assumé pleinement dans la vie publique et politique. Puis de ce point de vue, puis j'y reviens, on est encore là. Globalement, je pense, là, je parlais comme une pub de 1976, mais les Québécois, c'est du bon monde. Dire, on aime Sivignon, il faut se parler, disait la chanson, on est un peu plus nombreux aujourd'hui. Je pense vraiment qu'on est du bon monde. On a nos défauts, on a un côté un petit coune des fois, on est un peu provinciaux des fois, on est un peu paroissiaux des fois, mais globalement, on est du bon monde, on a tenu, on n'est pas du monde intolérant, on est franchement, je pense, des gens accueillants, ouverts, puis je pense qu'il serait temps qu'on soit accueillants même envers nous-mêmes, pour être capable de se gouverner par nous-mêmes, puis que le drapeau du Québec, puis là on me dirait que c'est du patriotisme à drapeau, mais c'est pas un détail, que nous existions dans le monde, non pas par la médiation d'un autre État, mais par nous-mêmes, ce que dit Linda Lemay dans une très belle chanson, Maudit français, je sais pas si tu l'as en tête, oui. Quand elle raconte le Français qui vient au Québec, puis là, qui a fait tout son trajet, il mène sur un canot qui va à cabane à sucre. Bon. Puis à la fin, elle dit, quand ils ont dans leur voyage, ils ont compris qu'ils n'ont plus le droit de nous appeler les Canadiens alors que l'on est Québécois. Combien de fois en France, quand on dit vous êtes Canadien, puis là, même les amis autour de moi disent non, Québécois, ne l'insultez pas. Puis évidemment, être Canadien en soi, c'est pas une insulte, mais pour un Québécois, c'est se faire expliquer qu'il n'existe pas vraiment, qu'il est 25% de quelqu'un d'autre, comme disait Gaston Miron, qu'il est une nuance de bleu dans un ensemble qui ne lui appartient pas. Donc voilà, je pense que globalement, moi, j'ai pas besoin d'un nationalisme messianique qui m'explique que je suis absolument essentiel à la marche du monde, mais notre petite différence à l'échelle de l'histoire du monde et pour l'époque qui est la nôtre mérite d'exister et mérite de disposer d'une pleine liberté. Et sans être messianique, c'est beau les mots de Finkielkraut parce que ça démontre qu'on peut inspirer le monde entier. Nous sommes tous Québécois, ça veut dire que dans la lutte du Québec, qui est une lutte pour lui-même, c'est une lutte qui peut donner le goût au monde à d'autres et le goût à soi à d'autres. Chez les Français, combien de fois je l'entends, vous donnez l'exemple. Moi, je prétends pas donner l'exemple, je prétends d'abord faire ce qui est nécessaire pour nous-mêmes. Mais le fait est qu'il n'est pas impossible de croire que tout comme moi, la résistance des Baltes, faut imaginer ça veut dire quoi être Balte. 3 petits peuples, genre qui sont d'une taille très réduite, pris à côté de la Russie, qui s'entêtent à exister malgré tout, et qui comment réussissent leur indépendance au début des années 90?
en renouant avec leur identité la plus profonde, qui remontait à la surface par le folklore, c'est en renouant avec leur identité la plus profonde qu'ils ont accédé à l'indépendance. C'est d'une beauté. Les Polonais. Donc, si, je parle comme un Québécois, mais évidemment, ce que je suis, mais les Baltes peuvent inspirer, les Polonais peuvent inspirer, à l'échelle de l'histoire, là, je parle pas des gouvernements actuels. Eh ben, de ce point de vue, les Polonais, combien de fois on a raconté, au terme de la Première Guerre mondiale, ils découvrent étonnés, émus, qui se reconstituent en État alors que c'était pas du tout certain qu'ils y parviendraient. Qu'on pense aux Croates qui, avec la décomposition de la Yougoslavie, retrouvent un État alors qu'ils n'y croyaient plus. Bon, alors moi, je regarde ça, je me dis, à l'échelle de l'histoire du... Puis je les lis, puis ça m'émeut. Puis les Slovènes. Alors je regarde notre situation, puis je me dis, il se pourrait que notre situation soit émouvante pour d'autres. Merci, Mathieu. Au plaisir. Merci à vous. Écoutez, si vous aimez ce qu'on fait, abonnez-vous. Et c'est nouveau, vous pouvez même vous abonner mensuellement pour une somme modique. Vous allez pouvoir accéder aux épisodes d'avance, à du contenu exclusif, le tout sans publicité. Ça, c'est pour ce qui est de YouTube. Vous descendez comme ça la souris, vous allez voir le bouton se rejoindre, vous pèsez là-dessus. Sinon, ben, pour Patreon, si vous voulez écouter les épisodes 3 semaines d'avance, vous pouvez le faire. C'est pas très cher non plus. Sinon, on se voit la semaine prochaine. Merci.